La vie, c'est une chanson country. Bon, ça c'est le meilleur que j'ai trouvé comme lien vers la thématique aujourd'hui, Nashville Country. Ah, allez, c'est parti. Donc, oh, ouais, c'est ça, je suis fatigué, très fatigué, mais on a un superbe invité heureusement aujourd'hui, nul autre qu'Alexandre Carrier. Peut-être qu'il y en a qui le connaissent pas parmi vous parce que il est à ses tout débuts dans la Ligue nationale. C'est un jeune défenseur des Prédateurs de Nashville. Oui, c'est pour ça la Twin Country, c'est lourd, mais on peut pas changer le passé. Ouais, mais tu peux faire une autre take. Non, je peux pas. Le passé, c'est en tout cas. Et donc oui, Alexandre, que j'ai rencontré à la Classique KR l'été dernier, et tout de suite j'ai spoté le gars, j'ai fait wow. Non mais attends, il est adorable ou quoi ce mec? C'est genre il est génial quoi son truc. Tu vois tout aussi son truc ouais, quoi. Donc j'ai fait non mais attends, il est adorable ou quoi ce jeune homme? Et donc on est rentré en contact. Et on a fait un podcast. Et là, à un moment donné, on était dans le bois, tu sais. Puis je sais pas pourquoi j'ai commencé à avoir un ton d'anecdote par rapport. Bref, et d'ailleurs, parenthèse, parlant parce qu'il joue pour les Preds de Nashville, je me suis gâté cette année pour Noël, je me suis acheté le chandail moutarde. Vous vous souvenez du chandail vintage moutarde que les Preds avaient à la fin des années 2000? À l'époque, Peter Forsberg, où il a été tradé au deadline. Et ils ont été en série à peu près 10 secondes, bref. Et je l'ai mis au parc, au coin de la rue, et les jeunes hommes étaient comme, les jeunes enfants étaient comme, hey, il y a une erreur, ton numéro, c'est pas ça le numéro à Philip Forsberg. J'ai fait, les jeunes épais, tu sais. Évidemment, je me suis empressé de les cross-checker au niveau de la nuque. Donc, ça c'est fait. Mais oui, pour revenir à Alex Carrier, absolument adorable ce gars-là. Je me sens comme une moment de meilleur ami au secondaire. Mais il est fin de petit Carrier. Il est bien élevé. Il est fin. Lui, tu peux le ramener à souper. C'est une bonne influence. Mais arrête de tenir avec le petit Danick, par exemple. Ça, j'aime pas ça. Bref, Alexandre, super gentil. Et je l'ai rencontré le 27 septembre. Ben, je l'ai rencontré à Classique KR, comme j'ai dit, mais j'ai fait l'épisode le 27 septembre 2021. Il était en plein camp d'entraînement. Et il était en train de se tailler un poste avec l'équipe permanent sur ce qu'il a réussi. Comme de fait, allez voir. Il y a une superbe saison et je dis pas quoi, mais Nostradave, parce que j'ai calé quelque chose qui s'est réalisé depuis l'enregistrement de l'épisode. Vous allez voir pendant l'épisode et on s'en parle plus tard. Mais on parle avec lui de la Classique KR, évidemment, de Fouki, la légende qui est Mike Ribeiro, le français de Philippe Myers. Tout ça et plus encore dans cet épisode avec l'adorable Alexandre Carrier. Mini parenthèse avant que je vous laisse au bon soin d'Alexandre. Moi, je me croise les doigts, on se croise les doigts pour que tout revienne à la normale le plus rapidement possible. Et je vous rappelle que je fais 1 heure de nouvelles jokes de mon spectacle Essai-Erreur. Mon spectacle Essai-Erreur qui est un rodage d'1 heure de nouvelles jokes à Longueuil, davidbocage.com. Les billets sont déjà en vente. Merci à tout le monde que j'ai eu la chance de croiser aux 2 derniers spectacles que j'ai fait à Longueuil. C'était absolument magique, fabuleux. Et on revient en force, on récidive. Le 1er avril, on se croise les doigts pour que les salles de spectacle toute la vie aient repris. Donc, je vous rappelle, davidbocage.com pour les billets. On dirait une espèce de slam des colocs à la fin des années 90. Donc, êtes-vous prêts pour l'épisode? Ouais! Je pense que c'est ça, je l'ai dit, 27 septembre 2021. Le voici, le voilà. Voilà. Robert! Le voici, le voilà. L'adorable, il est à croquer! Accueillez-le comme il se doit. Jeune homme, Alexandre Carrier. Drette sur le tape avec David Bocage. Alexandre Carrier, the one and only, la légende de la Classique KR. Peut-être avez-vous vu les highlight reels. Alex, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Écoute, je suis vraiment content de te recevoir. J'ai un des avantages de faire la Classique, à part d'augmenter mon estime de soi par rapport au niveau de hockey d'autres humoristes qui ont commencé à jouer sur le tard, c'est de rencontrer des nouveaux joueurs, nouveaux pour ceux qui suivent la Ligue nationale, mais des joueurs comme toi qui les plus jeunes, mettons, de la nouvelle génération, et certains ne te connaissent pas encore. C'est ça qui est hot, parce que en ce moment, t'es comme on the rise, si on peut dire. Mais c'est oui de t'avoir rencontré à Classique, mais surtout d'avoir constaté que tu avais une personnalité absolument accessible et agréable. Et c'était un plaisir. Puis c'est
pour ça que je vais te recevoir au podcast. Comment vas-tu? Ma question était beaucoup trop longue. Comment vas-tu? Tout ça pour comment vas-tu? Non, ça va super bien. Je suis présentement à Nashville, là. C'est le camp qui a débuté, ça fait 5 jours environ. Puis pour retourner à la classique KR, c'est ma première année, moi que j'allais là. Puis j'étais vraiment excité d'aller là justement pour rencontrer des gars comme toi, rencontrer d'autres gens que le milieu du hockey, tu comprends? Fait que, pour moi, c'est une belle opportunité. Puis comme tu dis, j'essaie de pas trop être difficile d'approche, ça. Je suis un gars souriant qui est gentil normalement. À part si j'ai pas mangé, je suis fatigué. Là, c'est plus Un peu. Sinon, non, ça va bien. Toi, ça va bien aussi? Ça va très bien. Ça va très... J'aime ça ton aspect hypoglycémique, genre si j'ai une petite baisse de sucre, attention. Mais oui, tu parlais de la classique KR. Y a-t-il des gens là-dedans que t'étais un peu je veux pas dire starstruck et surtout ne me nomme pas, je ne vais pas te croire, 2, c'est pas ça, mais y a-t-il des gens qui t'ont fait je vais voir, je suis content de rencontrer cette personne-là à Classique KR? Mais moi j'adore la musique rap, là. Je suis un gars de hip-hop tout ça, fait que de rencontrer Fouki, je trouvais ça cool. Foukizé! Mais oui. Je trouvais ça hot, puis il m'a surpris sur la glace aussi. Je pensais pas qu'il était habile comme ça. Toi aussi, tu m'as surpris en passant. Non, c'était Fouki, je pense. C'était lui que j'attendais le plus. J'étais le plus excité de rencontrer. Là, je crois juste parce que j'étais un gars qui écoute beaucoup de musique. Puis et lui aussi, c'est un rising au Québec, là, un rising star. Fait que non, c'était cool. C'est quoi tes tunes préférées de Fouki? Copilote, Zézé, je pense. C'est la classique, là. Ouais, son hit. Ouais, son hit. Ouais. C'est ça. Ben, c'est le même que je l'ai connu, moi, dans le fond, là. C'est un hit-là. Puis là, je continue à l'écouter un peu plus. Puis cette copie-là, je l'aime bien, qui vient de sortir, ça fait pas longtemps, je crois. Hein. Tu es-tu pas mal la musique québécoise, le hip-hop keb, le rap keb? Un peu moins, je suis plus du côté anglophone, là. Moi, mais, tu sais, j'essaie le plus possible d'encourager pareil, là, tu sais. Mais j'aime ça de temps en temps, ça, c'est sûr. C'était drôle parce que j'avais jamais rencontré Fouki, personnellement. Mais je savais il était qui parce que son beau-père, le chum de sa mère, me coachait quand moi j'étais... Je pense que t'as accroché ton mute button, by the way, je viens juste de voir. Ouais, j'ai le téléphone qui sonne, t'entends pas? Ça va bien. Ça cogne tantôt à la porte, là, ça sonne. Est-ce que tu l'entends ou non? Là, je l'entends, oui. Mais j'aime tous les aléas. On va faire comme le truc dans la mission... comme la série du Sex 72, les Russes y appelaient la nuit pour déranger les joueurs canadiens. Fait que les joueurs débranchaient le téléphone. Oh boy, ça commence mal. Est-ce que toi, t'es live ici ou ça l'édite un peu? Non, moi, je suis que dans la vérité. Ah, D'ailleurs, par rapport à ça, juste avant qu'on commence, ça cogne à ta porte. Tu vas répondre, qui était-ce? Philip Myers, le grand défenseur. On vient d'aller le chercher cet été dans l'échange de Ryan Ellis. Absolument. Puis c'est ça. Phil il aime ça être en compagnie de beaucoup de gens. Fait qu'il vient, des fois il m'appelle FaceTime, puis quand je suis fatigué, comme je disais tantôt, j'avais pas mangé. Là, ça me tente pas d'être avec des gens, je réponds pas. Oui. Il monte, là, j'étais à l'hôtel en ce moment, là, pendant le camp, puis lui aussi. Fait qu'il monte d'un étage, puis il vient cogner à ma porte. Fait que c'est ça qui est arrivé tantôt. Je pensais que j'hallucinais. Je me disais, est-ce que j'ai entendu parler français? Et tu as bel et bien confirmé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il vient du Nouveau-Brunswick, Moncton, ou juste en dehors de Moncton, je crois. Puis c'est ça, là-bas, c'est franglais, là. Ouais. Avec moi, c'est strictement français. Sauf que à un moment donné, il était ici, puis il parlait FaceTime avec son père, puis t'aurais dû entendre ça, c'était quelque chose. Là. Du franglais, français, anglais, ça switch. C'est pas trop sûr. Ouais, il appelle ça du shack. Peux-tu m'en faire un extrait? Oh boy. Avoir su, j'aurais dû te rester, t'en aurais fait un. Un extrait, ben c'est comme la pratique était good. J'ai forecheck 2-3 miss-pass. Tu sais, les affaires la même. Là, ouais. Moi, je suis pas fluide là, comme ça, mais eux autres, c'est comme ça. Non. Sur le bord du highway, est-ce qu'il parle de même? Y a-tu comme cette musicalité-là? Pas autant que ça, mais un petit peu. Mais c'est drôle parce qu'avec moi, il l'a pas pantoute. Quand il a fini son appel, j'ai dit « Pourquoi tu me parles pas comme ça, toi? » Il me dit « j'essaie de me forcer avec toi. » Mais tu sais, il pourrait avoir un petit accent même. Visiblement, il parlait français à la maison, donc. Ouais, je pense sa première langue, c'est le français. OK, moi, je vais t'avouer, je savais pas qu'il était acadien, Philip Myers. On pense à Tyler Myers, qui est comme
complètement canadien, anglophone. Donc, ouais, je savais pas, mais Philip Myers qui voulait faire le party. On devrait... Il était prêt, là. Puis là, j'ai dit, hey, j'ai un podcast, reste pas ici. Il dit, non, mais je vais juste m'asseoir là. J'ai dit, tu t'en vas, toi, t'es une distraction pour moi, là. À la fin du podcast, on dira de venir, puis on le hookera up. Là, je suis en train de parler acadien. On va le hook up pour qu'il vienne sur le podcast, prochain épisode, qui est son épisode à lui. Ah, il aimerait ça, je suis sûr. Juste avant qu'il commence, tu viendras cogner à sa porte. Ah, c'est ça. Tu scraperais des affaires un peu. Est-ce que avant la classique KR, tu me connaissais, entre guillemets, ou tu m'avais vu, ou zéro? Non, j'avais t'étais qui? OK. Honnêtement, direct sur le tape, j'avais pas entendu parler de ça, mais toi, en tant qu'humoriste, tu sais, dans la nouvelle vague d'humoristes, là, tu sais, t'es jeune, tout ça, je savais t'étais qui. Charles Pellerin aussi, j'avais déjà vu. Je connaissais pas tout le monde, là, exactement, mais il y avait plusieurs visages là, que j'ai reconnus, c'est sûr. Il y avait Pierre-Yves Roy Desmarais qui était là. Il y a Jay du Temple était pas là. D'habitude, c'est cette année, mais c'est le boy que les gars de hockey sont comme Yo, OD, man! Fait que là, ça, puis Sam Breton aussi, qui était pas là cette année, qui est toujours là d'habitude. Ouais. Quand même assez connu, si peut-être c'est des noms qui... Ouais, Jay du Temple, là, cette année, j'ai pas écouté OD encore, là, mais d'habitude, Jay du Temple, c'est la raison pourquoi j'écoute OD. Ah ouais? Hein? Je le trouve trop drôle. Qu'est-ce que t'aimes de Jay? J'aime qu'il a pas peur du ridicule. Tu sais, il fait des affaires que tu fais genre, qu'est-ce que tu fais, là, tu sais? T'es censé être un animateur sérieux, mais il te sort plein de niaiseries. C'est ça que j'aime de lui, là, tu sais. Il change la culture peut-être de l'animation un peu plus. Comment tu trouves son swag? Son swag est différent, comme son personnage, je trouve. Mais moi, j'aime ça, honnêtement, c'est ses cheveux quand il change tout le temps, ça, j'aime ça. Tu sais, il sort de l'ordinaire puis ça fait parler, puis je pense que c'est bon pour la culture de tout le monde. Comment tu penses que les boys dans la chambre réagiraient si t'arrivais, ou pas toi, mais n'importe qui, si un joueur arrivait avec les ongles, avec du vernis ses ongles, les cheveux bleachés, ces affaires-là? C'est sûr que t'as une couple de commentaires, là. C'est sûr à 100%, mais tu sais quoi, j'ai vu sur Instagram, dans la dernière semaine, Russell Westbrook des Lakers. Okay. Il a posté une photo avec une longue jupe. Je pense que Jay du Temple avait fait ça aussi à la télé, mais Russell Westbrook, il est dans NBA, évidemment. Il a posté une photo avec une jupe et tout ça. Puis ça, j'étais comme... Tu sais, moi, je suis vraiment ouvert d'esprit, puis j'accepte peu importe ce que... Tu sais, on s'en fout, c'est du linge, là, tu sais. Fait que moi, j'accepte tout, mais j'ai quand même fait... Wow, OK, lui aussi... excuse le terme, là, mais il y a les couilles de faire ça pareil. Fait que je trouvais ça cool. Mais non, c'est sûr que tu aurais une couple de commentaires, mais quand tu t'assumes et que tu es confiant avec ce que tu portes ou ce que tu fais, je crois que tout finit par passer puis tout le monde finit par s'habituer ou peu importe. Ouais, Jay avait porté un kilt pour animer un gala juste pour rire en 2019. Donc, il avait animé avec un kilt. Je me souviens, j'étais sur ce gala-là. Fait que je me souviens qu'il l'avait fait, en tout cas, à cette occasion-là. Ouais. Puis, ouais, c'est ça, on parlait de la Ligue nationale. Est-ce que des fois, là, tu sais, justement, tu sais, des fois, tu sens déjà, juste le voir, des fois, c'est surprenant, tu sais, juste même le gars de la NBA. Est-ce que des fois, tu trouves que la NHL, tu sais, la culture, tu trouves ça, des fois, trop conservateur? Ouais, définitivement. Je trouve que, tu sais, on est un des seuls sports qu'il faut absolument être en chemise-cravate à chaque fois qu'on arrive. Mm-hmm. À l'aréna, puis au game, puis tout ça. Même dans la bulle, pas cet été, l'autre d'avant, il y avait pas de dress code, on pouvait s'habiller comme on pouvait, puis même règlement d'équipe juste avant la bulle, on va porter des tracksuits qu'on a de l'équipe, tout ça. Je pense que je prends un exemple NBA encore, là, qu'est-ce qui se démarque des autres sports, la NBA, c'est le fait que les gars sont extravagants, les gars disent ce qu'ils veulent ou presque, ils portent ce qu'ils veulent, ça fait parler dans un sens. Je pense que des fois la Ligue nationale pourrait utiliser ça en positif, là, tu sais, quand justement je passe dans la bulle, je reprends la bulle, mais dans la bulle, Austin Matthews, il arrivait habillé comme il voulait, lui. Puis je pense que les partisans aimaient ça, voir sa personnalité vis-à-vis ça, tout ça. Tu sais, les fans aiment ça, voir avec Justin Bieber, ces choses-là. Fait que, je pense que Justin Bieber a fait une collab justement avec les Leafs pour Drew, là, sa brand. Fait que non, je trouve qu'on est vraiment old school, comme on peut dire, le conservateur old school, que faut qu'on soit assez carré et tout ça. Puis c'est correct dans un sens, mais j'aimerais ça aussi que ça devienne un petit peu plus moins strict, là, juste tu puisses montrer ta personnalité un peu plus. Parlant du changement de culture,
tu fais partie des Preds, tu fais partie de l'organisation des Prédateurs de Nashville. C'est cet été qu'un prospect des Prédateurs a fait son coming out, devenant le premier joueur avec un contrat professionnel à être ouvertement gay. Ça m'écœure parce que son nom m'échappe, mais je le suis en plus sur Instagram. T'en souviens-tu de ton nom? Ouais, c'est Luke Prokop. Oui, exactement, Luke Prokop, exactement, merci. Comment t'as réagi, surtout en plus sachant qu'il est dans la même organisation, mais comment t'as réagi quand tu l'as appris cet été? Puis est-ce que tu l'as appris ou tu le savais déjà, tous les gars le savaient déjà? Non, je l'ai appris en même temps que tout le monde là, quand il a fait son coming out. Je pense que c'était une excellente nouvelle pour le sport, pour lui, je pense que l'organisation a pris ça super bien. Ils l'ont supporté là-dedans et tout ça. Fait moi, je trouvais ça vraiment hot. Pour vrai je vais encore prendre le terme des couilles, là, mais qu'il ait les couilles de faire ça, tu sais, devant le monde, comme on en parle, là, c'est conservateur, le hockey. Fait que dans le monde du hockey, sortir comme ça, je trouvais que c'est une excellente nouvelle. Puis justement, il était ici au camp. Il vient d'être retranché, mais il était aussi ici au camp. Je l'ai côtoyé. Puis je pense que le poids que ça doit enlever sur tes épaules, là, ça doit être incroyable. Fait que, non, j'étais vraiment content pour lui qu'il fasse ça. Puis je pense que tout le monde dans la chambre ou dans l'organisation, il n'y avait rien qui changeait. Là. Ça restait un joueur de hockey. Puis que t'aimes les hommes, les femmes ou les animaux, c'est pas grave. Mais les animaux, ça serait grave. Mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a aucun problème là-dedans. C'est vraiment cool qu'il ait fait ça. T'étais tellement ouvert, t'es allé trop loin. T'es fait, non, excuse, je voulais dire vraiment le niveau humain. C'est ça. J'allais te demander, tu sais, quand il a fait sa nouvelle, quand la nouvelle est sortie, pardon, toi, tu sais, vous textez que les boys à des groupes Messenger, vous DM sur le truc. C'était quoi la réaction des joueurs quand ça s'est sorti? Comment les gars réagissaient? Honnêtement, il y a pas, tu sais, il y a personne qui a écrit dans notre groupe d'équipe, tu sais, il a fait un coming out, tout ça, puis qu'est-ce que vous en pensez? Il y a pas eu ça. Mais il y a plusieurs gars qui ont sorti dans les médias sociaux. Je pense à Matt Duchesne qui a fait un vidéo là, qui expliquait je suis fier de toi puis tout ça. Je pense que tout le monde a très bien réagi. On est rendu en 2021. Le fait qu'on réagit comme ça, ça en fait parler, fait bon, mais on est rendu en 2021, ça devrait être normal maintenant d'être homosexuel ou peu importe. Donc, je pense que les gars ont super bien fait ça. Ça a tout été professionnel tout ça. Puis ça n'a pas sa place. S'il y avait eu des remarques homophobes, tout ça, ça n'a pas sa place. Mais c'est pas arrivé, fait que c'est une bonne chose. Sens-tu maintenant qu'il y a une certaine réticence de certaines personnes, mais qui préfèrent pas en parler par peur que ça soit mal vu? Tu sens-tu ça? J'ai pas senti ça dans le vestiaire, non. Mais si c'était le cas, les personnes qui ont des réticences, ils l'ont très bien caché parce que j'ai vraiment pas ressenti ça du tout. Hein. Ah, c'est très hot. Très, très cool. Puis c'est hot de possiblement que tu aies peut-être un jour la chance même de jouer avec. S'il monte dans la Ligue nationale, il y aurait la chance d'être le premier joueur ouvertement gay. Là. À moins qu'il y ait quelqu'un d'ici là qui sorte. Mais tu penses que Luke Prokop il a des chances de jouer à NHL? Là, il est encore jeune. Là. Justement, j'ai demandé, je pensais qu'il devenait pro cette année. Fait qu'il aurait joué dans la Ligue américaine ou avec les Preds. Mais il retournait junior, il reste un an junior. Fait que il a signé son contrat, par exemple. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Mais tu sais, c'est un gros bonhomme. Là. Il doit être 6 pieds 3, 6 pieds 4. Il a une bonne shot, tout ça. C'est un gros défenseur. C'est un défenseur comme moi. Fait que, non, il a un bon potentiel. J'ai pas vu jouer dans une partie ou comme tel, mais pratiquer, ça a l'air un bon joueur. Fait que je pense qu'il est encore jeune. Il a du temps pour s'améliorer encore. Fait que c'est juste bon pour lui, je pense. Nice. On parlait tantôt de la classique KR, mais est-ce que ton but, ils l'ont sorti, ces réseaux sociaux, ton but que tu as fait en shootout? Non, ils l'ont pas sorti. Puis il y a quelqu'un dans les estrades que je connaissais qui était descendu de Gatineau. C'est là que j'ai joué junior, dans le fond. Puis les autres sont venus à la classique juste pour ça, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Puis ils ont pris une vidéo du but, puis elle l'a mis sur Instagram, la fille. Puis ma blonde l'a reposté sur Instagram. Puis là ma blonde était là, reposte-le, ton but. Là, moi, c'est pas mon genre, là, tu sais. J'étais là, si le monde est trop ça cool, mais tant mieux, là. Toi, tu l'as reposté, puis peu importe, mais j'étais là, je vais pas repost mon propre but, tu sais. Fait que non, il l'a pas sorti, finalement. Pour ceux qui étaient pas à la classique, puis Dieu sait qu'on peut pas être non plus le nombre maximal à cause des contraintes, mais attends, rappelle-moi si je me trompe, dis-moi si je me trompe, mais c'était parce qu'il y a évidemment, pour ceux qui savent pas, dans la classique, c'est quand même un show, hein. On invite les gars de la Ligue nationale pour
pour donner un show, puis les clowns pour qu'ils soient clowns. Moi, je remplissais plus le deuxième mandat, évidemment. Et toi, dans un des tirs de barrage, tu as fait un but entre les jambes, que tu l'as envoyé dans les airs, tu l'as repogné dans les airs. C'était pas ça, quelque chose comme ça? Ouais, c'était ça, entre mes jambes. Je l'ai levé entre mes jambes. Après ça, je l'ai frappé dans les airs avec mon revers. Et ça a marché. Ça, c'est une affaire que tu essaies en pratique, puis que tu le rates, puis tu fais, ouais, bon, je ne ferai plus jamais ça. Non. Dans la classique, il y a eu un wow! T'as senti la foule faire what ta. Je pense que à partir de ce moment-là, tu avais comme un peu gagné la palme. Là. Tout le monde a fait, bon, je pense qu'on battra plus aujourd'hui, en tout cas. Mais bref, c'était hot. Donc, ça, pour ceux qui te connaissent pas, Alexandre Carrier, défenseur des Prédateurs de Nashville, toi, j'ai été voir, parce que là, c'est ça, tu vas jouer à Nashville cette année, mais t'es un choix de 4e ronde à la base. T'as-tu été repêché à 18, toi, ou plus vieux? Ben ouais, c'était comme, en le fond, ma première année d'éligibilité, c'est là que j'ai été repêché. Moi, je suis late, là, je suis là en octobre, fait que, je suis un 96 late, fait que je suis sorti dans le draft des 97. Fait que c'est le seul point positif que t'as d'être late, c'est juste que à ton repêchage de Ligue nationale, t'es 1 année plus tard. Fait que moi, j'ai eu 3 ans junior au lieu de 2. Exact, ce qui peut aider pour le développement, là. T'as joué, comme tu l'as dit, tu as dit Gatineau. Toi, tu viens par exemple, tu viens pas de Gatineau, tu viens pas de l'Outaouais, tu viens de... Je viens de Varennes. Dans le fond, je suis né à Québec. OK. Ouais, fait que c'est ça, des fois, sur mes affaires, c'est mélangeant parce que ça dit que birthplace, l'endroit de naissance est à Québec. Tandis que quand j'ai eu 5 ans, on a déménagé à Varennes, que ça arrive sur le Montréal. Oui. Depuis ce temps-là, c'est là que je suis. Là, les étés, maintenant, j'habite à Montréal, mais sinon, Varennes. Je parlais à mes sources, mes boys de Québec, puis le monde était comme, ouais, on le connaît pas tant, puis je trouvais ça bizarre. J'étais comme, ben là, vous n'êtes pas tant que ça, là, les joueurs pros, là, vous n'êtes pas des milliers, là, tu sais. Je comprenais pas pourquoi les gens de Québec connaissaient moins, mais c'est ça, t'es vraiment un gars de la Rive-Sud de Montréal, finalement. Ouais, c'est ça, c'est vraiment mélangeant, parce que quand je remplis les formulaires que ça me demande endroit de naissance, moi, j'écris Québec, mais je devrais pas écrire Québec, là, tu sais, parce que, même des fois, c'est la vérité, mais quand ils me présentent, mettons, quand j'étais dans la Ligue américaine, puis là, au starting line-up, tout ça, il dit numéro 55, Alexandre Carrier, from Québec City. Là, c'est comme, ouais, je viens pas de Québec City. Fait, oui, je viens de Québec City, mais je représente bien plus Varennes que Québec. Comment? Varennes, Québec. T'as joué à Gatineau. D'ailleurs, t'as joué avec Alexandre Alain, que j'ai connu quand il était avec le Rocket. T'avais Benoît Groulx comme coach. On dirait qu'il est là depuis à peu près 800 ans. Benoît Groulx, il était là quand j'étais petit. Il est encore là. Ben là, il est rendu, je pense, dans la Ligue américaine. Parce qu'il est parti, il est revenu à Gatineau. Parle-moi donc de Benoît Groulx, qui est comme un peu genre un des plus vétérans coach/DG. Je sais pas s'il était encore les deux ou quoi, mais dans le junior majeur, comment ça fait qu'il est là depuis aussi longtemps? C'est quoi son style? C'est quoi son... Ouais, ben comme tu dis, lui, quand je suis arrivé, il était entraîneur-chef et directeur général. Puis son style, c'est rock and roll. Ouais, c'est quoi rock and roll? Dans le sens qu'il est très exigeant, mais il est très juste aussi. Fait que si il te demande de faire quelque chose, tu le fais, puis tu travailles fort, puis tu t'appliques, il n'y a pas de problème. Sauf que s'il te demande de faire quelque chose, puis que tu le fais tout croche, mais là, t'as un peu plus de problème. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Il est très exigeant, mais côté technique, c'est un excellent coach. Tu sais, je te donne un exemple. À chaque fois on arrivait au début de l'année, il nous donnait un petit livre, une couple de pages, puis il y avait plein de règles sur plein de situations pendant un match. Fait que mettons 1 contre 1 défensivement, qu'est-ce que tu fais? Fait que là, les règles c'était you close the gap, deny the middle, fait que tu veux pas qu'il aille dans le centre, deny the middle, stick on puck, finish, c'est comme un body check là, finish him, puis tu récupères la rondelle. C'était 5-6 choses comme ça par situation. D'autres, c'était 2 contre 1 ou c'était plein d'affaires comme ça. Fait il était vraiment technique comme ça. C'était bon, surtout quand t'es junior. Là, c'est de la base, ça, que quand t'apprends pas la bonne base, c'est plus dur des fois. Là, surtout quand t'arrives professionnel et tout ça. Parce que professionnel, la Ligue américaine, c'est développement. Sauf que quand t'arrives dans la Ligue nationale, t'es là ou t'es pas là, tu comprends? Il n'y a pas de développement qui se fait. Si t'es pas assez bon, ben, c'est un autre qui va rentrer, tout ça. Fait. Même dans la Ligue américaine, c'est borderline aussi. Là. Mais Junior, il était un excellent coach pour ça, parce qu'il te préparait à ta vie professionnelle. Puis, fait qu'on venait aller au document là, qu'il nous donnait, les règles de jeu. Fait que là, mettons, nous autres, on pratiquait à 8h30 le matin. Fait que là, à 8h30,
sais, quand moi j'ai commencé, j'étais secondaire 4, secondaire 4-5, mes 2 premières années juniors. Fait que, tu sais, on se levait à 6h30 pour être là à pratiquer un peu d'avance, tout ça. Fait que, quand t'es jeune, t'as peut-être pas la même discipline que quand t'es professionnel. Fait que le matin, à 8h30, là, quand il fait bien fret, ça vient vite, t'es pas trop réveillé. Fait que là, premier drill, il voulait expliquer le drill. Fait que là, il fait dos à tout le monde. Il est en train d'écrire quelque chose. Puis il va dire, mettons, Carrier, c'est quoi la règle du 1 contre 1? Puis t'es là. T'as aucune idée quoi répondre parce qu'il est 8h30 et t'es endormi. Fait que là, c'est d'affaire la mère qu'il voulait tout le temps qu'on soit prêt, qu'on puisse gagner, qu'on puisse compétitionner. Fait que c'est ça. Là, il y a une couple d'histoires que c'était plus rock and roll, là, mais non, c'est un excellent coach. Ben, je t'écoute, les histoires rock and roll. Ouais, celui-là, je l'ai déjà compté à un autre podcast, fait que ça me fait plaisir parce qu'il y a des fois que c'est touché, tout ça. Fait dans le fond, on jouait contre Charlottetown, qui est l'île du Prince-Édouard, puis on jouait à la maison à Gatineau. On perdait, c'était vraiment pas si pire. On perdait 2-0 après 2 périodes. Puis il était pas content. Tu sais, c'est pas si pire, c'est pas comme ça on perdait 10-0, là, tu sais. On vient dans la chambre, puis là, il nous dit... Dans le fond, à Gatineau, la chambre, comment elle est faite, c'est que c'est pas un rond, c'est tout le monde se regarde face à face. Fait qu'il y a 2 côtés. Fait que là, il dit, côté droit, 50 push-ups. Puis là, pendant qu'on fait des push-ups, là, il nous dit à quel point on est mauvais à soir, tout ça. Fait que là, 50 push-ups, c'est long, là, 50 push-ups quand même. Comme, entre des périodes, moi, je m'entraîne à chaque jour, puis tu me demandes de faire 50 push-ups, j'ai de la misère à finir, là, tu sais. Fait que là, 50 push-ups. Puis comment que c'est fait? Tu sais, entre les périodes, tu amènes ton bâton avec toi, ou si tu veux le taper, ou peu importe. Fait que tu mets le bâton à côté de toi, puis c'est en angle de 45 degrés environ. Fait que pendant qu'on faisait les push-ups, ils se promenaient, puis les bâtons qui étaient là, pauvre bâton, pas été chanceux, pas à la bonne place au bon moment. Ils pilaient sur le bâton, puis là, ça explosait. Pow! Fait que on faisait des push-ups, puis là, t'entendais juste les bâtons péter. Pow! 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 Fait que là, finalement, il finit son speech, on a peut-être fait 150 push-ups chaque. Là, tout le monde, tous les gars, les bâtons sont pétés. Fait que là, man au trainer, on a besoin de bâtons, tout ça. Là, t'es en train de taper ton bâton, tu te dépêches. Mais là, tu viens de faire 150 push-ups, là. Puis là, il a fallu que tu tapes tes bâtons, tout ça. Après ça, tu embarques sur la glace. On a perdu 4-0. Es-tu brûlé? Ah, t'es bien mort, là. Fais 150 push-ups pendant que c'est censé être ton repos, puis on retourne sur la glace, voir comment ça va. Ça avait pas marché pendant tout, mais il y a plein d'histoires comme ça. À un moment donné, une autre fois, on avait un couvre-feu. Tu sais, junior, on a des couvre-feux à chaque jour. Puis je pense que le couvre-feu était on avait le droit de sortir cette fois-là, fait que c'était à 1h du matin ou quelque chose. Évidemment, juste les gars majeurs qui sortaient, là. Ouais, évidemment. Évidemment. Fait que là, il y avait un gars qui avait c'était le seul qui avait manqué le couvre-feu. Fait qu'on est arrivé à la pratique le mardi, on a sûrement congé le lundi. Quand on est arrivé à la pratique le mardi, il a fait asseoir le seul gars qui avait manqué le couvre-feu sur le banc. Puis nous autres, le reste de l'équipe, on a patiné pendant 1 heure. Non. Pas de rondelle pendant 1 heure. Fait que là, le gars, il nous a regardé patiner pendant 1 heure. Fait que là, comment il devait se sentir mal un peu. Anyway, fait que là, ça reste de même. On arrive le mercredi. Pas de puck encore. On a patiné encore pendant 1 heure. Puis jeudi, même chose, mais je pense qu'on a fait comme 1 demi-heure de patin puis 1 demi-heure de pratique. Mais presque pas de puck, là. Tu sais, c'était des drills de comment te placer, mais tu sais, là, ici, tu pars l'autre bord, tu vas te placer en zone défensive. Tu pars l'autre bord, tu vas te placer en zone offensive, mais pas de rondelle. Fait que quand on est arrivé le vendredi, à un match, on n'avait pas touché à la rondelle, ça faisait 1 semaine. Fait que là, on est arrivé dans le réchauffement. Je pense qu'on jouait à Shawinigan en plus. On est arrivé à Shawinigan. Là, bon, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Je me rappelle pas si on a gagné ou perdu, mais c'est juste des affaires comme ça, là. Est-ce que le reste de l'année, vous êtes assuré que personne rate le couvre-feu? Ouais, inquiète-toi pas. Ça, c'est au début de l'année en plus. Fait que quand il passe ses messages comme ça, au début de l'année, après ça, quand il dit 1 heure, t'es chez vous. À minuit, t'es chez vous. À cette heure-là. Ben oui, c'est ça, le livre en question sur lequel ils vous testaient, tout ça. Est-ce que tout le monde le lisait pour vrai ou les gars le lisaient pas? Ou les gars le lisaient, tu sais, puis ils apprenaient? Non, mais sur le moment, quand ils te donnent ça, tu sais, tu le checkes, tu te dis, parfait, là, tu sais, tu penses pas que tu vas avoir un interrogatoire à chaque semaine si tu connais les règles. Fait que quand au début, il commence avec ces questions même, là, t'es sais pas les réponses. Là, tu te fais que, OK, je vais aller voir mon livre un peu puis je vais les apprendre un peu plus, mais c'est de la base pareil, là, tu sais. Je voulais pas que t'es sage par cœur les 5 réponses, tu sais. Si t'en savais 1 ou 2, tu sais, t'étais correct.
Est-ce que tu as appris des affaires de ce livre-là ou des affaires que tu savais déjà ou tu as appris des trucs quand même là-dedans? Ben oui, comme ça, le 1 contre 1, tu sais, je m'en rappelle encore. Là. Puis ça fait 5 ans que je joue plus à Gatineau, tu sais. Fait que, tu sais, c'est hot. Puis même dans les batailles 1 contre 1, il dit tout le temps de pas tourner le dos. Ben, t'es mieux de freiner pour rester dans le côté défensif. Plein d'affaires comme ça que c'est juste des détails. Puis quand tu les appliques, ben, ça fait une grosse différence. Puis c'est un bon coach qui t'apprend ça. Fait que quand tu arrives dans d'autres organisations ou quand tu t'en vas à Team Canada pour un camp, puis là, tu appliques ces détails-là, ben les bons coachs, ils te voient ça, puis c'est tout le temps positif pour toi, dans le fond. Fait que, non, c'était vraiment bon, sérieux. Il y a des matins que tu te disais, là, tu peux-tu nous crisser patience avec ça, mais c'est long terme, c'est des bons trucs. J'ai joué avec plein de boys, évidemment, à Gatineau, dont un gars qui est quand même assez, un nom qui est connu pour les fans des Canadiens, Martin Réveil. Ou Martin Reway, dépendamment dans quelle langue tu le disais. Parle-moi un peu de lui. Lui, il était pas arrivé comme un incident de santé. Ouais, ça par exemple, c'était après nous, je crois. OK. Parce que il était censé aller professionnel, puis je pense dans l'été, il s'est passé quelque chose avec son cœur, tout ça. Il a manqué une saison complète. Puis quand il est revenu de ça, ça faisait 1 an qu'il devait pas faire grand-chose, fait que physiquement, il était moins en forme, tout ça. Mais ouais, c'est après nous, ça, par exemple. OK. C'est le genre de gars que, toi, quand tu jouais avec le problème de santé, tu penses-tu qu'il avait une chance de jouer pro ou jouer Ligue nationale? Y avait-tu ce potentiel-là? Ben oui, définitivement, honnêtement, il était... Avec nous autres, là, quand il voulait, c'est ça qui arrivait des fois, c'est qu'il y a des games, ça ne tentait pas trop, mais les games qu'il voulait, par exemple, quand Jonathan Drouin a été repêché 3e overall, je pense que ça t'aime pas. Ouais. Il était revenu junior l'année d'après. Puis quand Reway ou Reway, ou peu importe comment tu l'appelles, là, quand lui a su qu'il était revenu, c'est sûr qu'il avait marqué il avait encerclé la date là, dans son calendrier. Parce que quand il est arrivé, j'ai jamais vu un gars en mission comme ça. Comme s'il voulait prouver qu'il était capable d'être meilleur que lui, là, que Drouin. Fait que j'ai jamais vu un gars en mission de même. La game était à Gatineau, il a comme fini avec 3 points, tout ça, on avait gagné la game finalement, je pense. En tout cas, il y avait 3 points, ça c'est sûr, il y avait un excellent match, mais c'est juste qu'il y a d'autres matchs que ça ne tentait pas, que tu faisais, ouais. Faudrait qu'il joue plus souvent contre Drouin, c'est ça la question. Non, c'est un peu ça. Parce que, premièrement, lui, quand il est arrivé à Gatineau, lui, il est tchèque ou slovaque, je crois. Ouais. Puis, il faisait comme s'il parlait pas anglais. Fait qu'il s'assoyait dans le coin, là, tu lui parlais, puis il te répondait yes or no, puis là, tu là, OK, il parle pas anglais, puis il parlait pas à personne. Puis après ça, on s'est rendu compte que son anglais, il était excellent. Il était bilingue, le gars. Mais, il voulait entendre ce qu'on disait de lui, ou je sais pas c'est quoi sa stratégie, mais il était bilingue, le gars, puis il faisait comme s'il parlait pas. Lui, dans le fond, c'est pas qu'il connaissait personnellement Drouin, c'était plus le fait que Drouin avait été repêché 3e, fait que lui voulait se mesurer à ça, c'est ça? Exact, ouais. Comme même chose quand il allait au championnat du monde, il y a moins de 20 ans, là, il représentait son pays, tout ça. Ouais. Là, c'était comme un gros stage, fait je pense que c'est statistique, il y a comme 12 points en 6 matchs, là, avec Slovaquie. Qui, normalement, je pense qu'ils ont gagné une médaille même au moins de 20, tout ça. Fait que quand ça comptait pour lui, il était incroyable. Mais quand il y a des games qui valaient moins, tu sais. Entre guillemets, ouais. Entre guillemets, ça valait moins gros, mais là, on le voyait pas mal moins. Tu lui parles, c'est le genre de gars qui est encore en contact ou pas vraiment? Non, pas vraiment. Ça, c'est le genre de gars que il te follow sur Instagram, tu le follow back. Puis quand il est plus ton teammate, il t'unfollow. Fait que là, tu dis bon. Tu l'as pas trop mal pris? Non, mais je pensais qu'on était chum, mais que là, c'est plate un peu. Tu le follow-tu encore ou tu l'as unfollow aussi? Je pense que je l'ai unfollow aussi, parce que mon ego en avait pris un coup. Il avait remis, je pense qu'Émile Poirier, il a joué en Slovaquie l'an passé, il avait remis une photo de moi, Émile Poirier, puis de lui. Fait que là, je suis OK, j'avais oublié je sais pas, il est rendu où, Rewipe, tout ça. Et là, j'avais donné un follow, mais jamais follow. Fait que là, je sais pas, je le follow une fois, là. Mais, ouais, c'est un personnage. C'est quoi ton problème? Faut que tu envoies une photo de toi avec Joe Drouin, là, il va te follower. Ouais, c'est ça. Sérieux. Comment est-ce qu'il va, Émile Poirier? Bonne question. Ça fait un moment que j'ai pas parlé, là. Je sais qu'il y a eu des jumelles, je crois. OK, mon Dieu, God, OK. Ouais, il est rendu papa. Il jouait en Europe l'an passé. Je pense que c'est dans KHL cette année, si je me trompe pas. Mais, tu sais, lui, c'est un gars de Montréal aussi. Mais là, je crois que sa blonde est à Gatineau. Fait maintenant, il passe ses étés à Gatineau à temps plein. Fait, ouais, je sais qu'il avait été un choix de première ronde des Flames. Ouais.
Je sais qu'il y avait eu des articles où il avait été public il y a quelques années, je pense où il y avait, peut-être je me trompe pas, là, mais c'est lui qui avait parlé de sa bataille avec l'alcoolisme, c'est lui? Ouais, exact. Il était, après ça, il a joué avec le club école des Jets, qui était au Manitoba aussi. Ouais. Puis ça, j'avais été super avec une couple d'autres gars. Puis ouais, c'est ça, il était rendu ça. Là. Il doit l'être encore, là, j'imagine. Mais ouais, il avait été en rehab quand il était avec Calgary, tout ça. Mais non, ça c'est assez ça, par exemple. Excuse, dis la dernière phrase, l'Internet a bugué. C'était quoi ta dernière phrase, excuse? Le fabuleux Wi-Fi de l'hôtel. J'ai dit si on avait été super avec lui à Winnipeg, puis il était rendu ça, puis tout ça. Il avait été en rehab, je crois, avec Calgary, mais je pense qu'il s'est repris en main, puis là, tout est correct. S'il va bien, en tout cas, j'espère qu'il va bien, puis je lui souhaite, certainement. Pendant que tu étais à Gatineau, tu as aussi joué avec le fils, celui qui se fait appeler depuis qu'il est né, le fils de Martin Brodeur. C'était quoi déjà son prénom? Anthony. Anthony, qui était également gardien de but. Comment il se débrouillait comme gardien de but, là? Il était bon, hein. Il avait pas le talent de son père, là, évidemment, mais non, c'était un bon gardien de but, puis c'était une très bonne personne aussi. Le gars était super sympathique, même si son père c'était un des meilleurs de tous les temps, il s'en fait pas la tête avec tout ça. Puis même un fun fact plutôt. Quand d'entraînement à Gatineau, I guess que Martin Brodeur avait pas signé, c'est l'année qu'il a changé pour aller avec les Blues de Saint-Louis. Ouais. Fait qu'il y avait pas d'équipe encore, puis il se demandait où ça allait, fait qu'il cherchait de la glace. Il voulait pratiquer, il était venu pratiquer avec nous autres. Nous centre Robert Guertin, Martin Brodeur était là. C'était incroyable. Raconte-moi comment. As-tu fait la pratique au complet? Ouais, il a fait une semaine de pratique environ. Toi, t'as tiré sur Martin Brodeur? Quand j'étais junior, tiré sur Martin Brodeur. Est-ce que j'ai compté? Je pense pas, mais j'ai tiré sur Martin Brodeur. Est-ce que, tu sais, il était en fin de carrière, il était même, s'il était pas passé 40 ans, là, tu sais, comment tu le trouvais sur la glace? Ben, tu sais, t'arrivais proche, tu étais stressé de shotter dessus. T'avais peur d'y shotter dans la face, dans le casque, tout ça. Mais, tu sais, lui, il a un style différent, là, tu en orthodoxe, tout ça. Fait qu'il fait pas le papillon. Il sort les jambières sur le côté. Ouais. Fait que non, c'était vraiment hot, mais tu voyais qu'il était là pour travailler pareil. Il était pas là pour niaiser, là. Il venait pour se mettre en forme, puis même, je me rappelle, à la fin des pratiques, il nous demandait qu'il mettait 3 pucks là, puis là, il faut que tu essaies de scorer le plus vite possible les 3 pucks, des choses comme ça. Fait que, non, c'était cool. Il était vraiment sympathique aussi. On avait été souper avec. Ouais. Légende. As-tu compté des bonnes histoires en soupant? Il y avait trop de gens que j'ai pas eu la chance là, d'avoir des histoires. Mais d'après moi, il y en a une puis un autre, là, ça c'est sûr. C'est sûr. Son gars, Anthony, qui est le fils de Martin, sa mère est aussi francophone à la base, si je me trompe pas. Est-ce qu'Anthony parle français? Ouais, il parle français. Je pense qu'il a grandi beaucoup aux États-Unis, New Jersey probablement. Complètement, en fait, là, ouais. Ouais. Fait son français est très bon, mais c'est pas sa langue première, là, je pense. Ouais, mais vous pouviez communiquer en français. Ouais, on parlait tout en français avec. Ah, ok, good. C'est quand même nice que tu as eu. Il est rendu joueur professionnel de golf, je pense. C'est vrai? Ouais. Je pensais que j'avais lu ça du fils de Mario Lemieux. Ah ouais? Tu te trompes pas de gars, là, tu parles d'Anthony, là. Non, Anthony, je follow sa page de golf, puis il fait des tournois. Il est comme, pas dans PGA, là, encore, mais je pense que c'est son but, là. Il fait, dans la East Coast, au hockey, mais de golf, dans le fond, je pense. Oui, c'est drôle, je vais aller checker ça, parce que je sais que j'ai entendu dire que le fils à Mario Lemieux avait aussi fait la transition, puis Mario Lemieux, apparemment que, étant l'athlète incroyable qu'il était apparemment aussi bon au golf qu'au hockey, qu'il aurait pu juste être un pro au golf. Puis qu'il faisait genre, quand il se faisait opérer au dos, puis le médecin disait repose-toi, il faisait 2-18 trous par jour parce qu'il s'en fout parce que c'est Mario, tu sais. Ah, on revient à l'épisode dans un instant, le temps que je vous dise un petit coucou de la part de nos amis chez Manscaped. Parce que oui, c'est une nouvelle année, nouveau vous et nouveaux pubes. Bon, je paraphrase, pas exactement ça, mais vous comprenez. 2022, là, c'est le temps, là, les gars, d'enchaîner avec votre vie, de prendre soin de vos petits bijoux de famille de manière appropriée. J'ai nommé, oui, vos testicules. Oui!
Et heureusement, Manscaped a tout mis les outils dont vous avez besoin dans le Performance Package 4.0 de Manscaped. C'est là, il y a déjà 4 millions d'hommes à travers le monde qui font confiance à Manscaped. Arrêtez de niaiser. Ça vaut pas OK? Allez au manscaped.com, utilisez le code DST20 pour 20% de rabais et l'expédition gratuite. C'est pas rien quand même, là, pour partir l'année en force. Bon, dans la trousse, le Performance Package 4.0, il y a 6 outils pour la meilleure des routines en dessous du jackstrap. Et oui, j'ai parlé évidemment du lawnmower, la tondeuse, ça c'est le plat principal. Il y a plein d'autres choses dans tout ça. Et j'ai nommé, par exemple, le Crop Preserver. C'est quoi le Crop Preserver? Mais c'est le temps de rafraîchir vos petits bijoux de famille. C'est un désodorisant pour testicules et humidificateur anti-frottement. Vous avez du désodorisant pour les aisselles? Mais pourquoi ne pas en mettre sur les parties les plus malodorantes de votre corps? Fini l'odeur de truite passée date parce qu'il y a le Crop Preserver. OK? Et il y a aussi pour une fraîcheur sur le pouce, après votre gym, par exemple, vous allez adorer le vaporisateur tonifiant pour testicules Crop Reviver. On dirait une série de films Hollywood. Crop Preserver, ça c'est le 1. Crop Reviver, ça c'est le 2. Puis Crop Plurler, ça c'est le 3 avec Arnold qui fait un comeback. C'est tout ça pour que vos gosses sentent pas le « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Pour pas que ça sente ça. Et là, je sais, je vous parle parce qu'il y en a, je sais très bien, il y en a ici qui ont même des odeurs pour leur wax sur le bâton. Ben, c'est ça. Ben, si ta wax de bâton de hockey a une odeur, le fun, peut-être qu'il serait temps que aussi tu mettes ça comme priorité sur tes testicules. OK? Et tout ça, et plus encore, tous les autres outils dont tu as besoin sont dans le Performance Package 4.0 de Manscaped. Je vous rappelle, obtenez un rabais de 20% et le shipping gratuit avec le code DST20 au manscaped.com. 20% de réduction, shipping gratis au manscaped.com avec le code DST20. All right. We'll be right back à l'épisode. Tout de suite, là, on s'en va à l'épisode là. OK, bye. Mais bref, ça pour dire, t'as fini ton junior, t'as monté à Milwaukee, qui est le club école des Preds. Et on a parlé de Martin Brodeur, on va passer d'une légende à une autre. Mike Ribeiro, la tornade portugaise. T'as eu la chance d'avoir Mike qui a joué même 28 games avec toi à Milwaukee cette année-là. Évidemment, 26 points en 28 matchs parce que même quand il est supposé être fini, il est comme encore Mike Ribeiro. Parle-moi un peu de Mike Ribeiro, là, je veux dire. C'est le gars, tu sais, c'est comme c'est ça, c'est vraiment un mythe, là. Ouais, c'est une légende. nous autres, on était plusieurs Québécois, là, cette année-là, à Milwaukee. On était 5-6, puis lui est arrivé en plus. On l'appelait directement à lui, là. On l'appelait la légende. Il arrivait le matin, on disait « Hey, la légende, comment ça va, tout ça? » Ça, c'était incroyable. On était tellement excités, là, quand il a passé au balotage, personne n'a réclamé. Là, on était là, impossible qu'il va venir. Mais il nous a conté une histoire que, tu sais, il y a au-dessus de 1000 matchs, tout ça, on dit, il viendra pas dans la Game américaine. Il nous a conté une histoire que quand il s'est fait mettre au balotage, puis personne ne l'a réclamé, puis là, c'est la date limite des transactions. Fait que là, il savait qu'elle allait dans la Ligue américaine, que c'était fini pour lui, dans le fond. Fait que là, il dit, j'ai appelé le directeur général, David Poole, qui est le GM encore ici à Magic, puis j'ai dit, je vais prendre une couple de jours pour décider si j'accroche mes patins ou qu'est-ce que je fais, tu sais, si je vais aller à Milwaukee ou pas. Fait que là, le directeur général, il a répondu, puis ça, c'est lui qui nous a conté l'histoire, là. Le directeur général, il a répondu, ben Mike, il va falloir que tu te dépêches à prendre ta décision parce que on te paye 25 000 par jour. Là, Mike, il dit, 25 000? Il dit, parfait, je vais aller à Milwaukee, ça me fait plaisir. Il avait oublié son salaire. Ouais, c'est ça, il a oublié qu'il restait encore une partie de son salaire à recevoir. Mais quand il est arrivé à Milwaukee, il aurait pu être sans foot et tout ça, mais il a vraiment, il est arrivé bien humble. Probablement, il est super sympathique, super généreux. On a eu une super belle expérience avec lui, tu sais. C'est un gars qui est vraiment easy going. Si tu l'avais sur le pod, il est drôle tout ça. Fait que ça serait un gros nom à avoir sur le pod, mais non, c'était cool, ça a eu des belles histoires avec parce que justement, c'était une légende, puis nous autres on tripait. Puis je pense qu'il a trippé de savoir à quel point on tripait de jouer avec, tu vois. Fait que non, une autre histoire là, avant qu'on change de sujet sur Mike. Il recevait, lui dans le fond, il était racheté par Arizona. Ouais. Puis il restait encore il se faisait encore payer par Arizona en plus d'être payé par Nashville. Fait qu'il était pas cassé, ça c'est sûr. Mais à chaque 2 semaines, il recevait
son chèque, dans le fond, là, par la poste, à l'aréna. Fait que là, au début, on le voyait, puis là, il le prenait, puis il s'en allait. Puis là, on était, qu'est-ce que j'aimerais ça savoir combien il fait 2 semaines juste par l'Arizona, là, même pas par Nashville, même pas son vrai salaire. Ouais. Fait que là, à un moment donné, on lui disait, hey Mike, on peut-tu ouvrir le chèque pour toi, la lettre, savoir combien tu fais? Je dis, mais oui, allez-y, boys. Fait que là, on ouvre ça. Le chèque était de 80 000 US. Là, on était là, aïe, tu fais ça chaque 2 semaines par Arizona, puis en plus, t'as ton salaire de nageur. Et tu en plein ça. Là, c'est ce que les Coyotes étaient prêts à payer Mike pour qu'il joue plus pour eux. Ouais, exact. Fou, hein? Il avait assez, c'est fou, hein, c'est vraiment fou. Mais je pense qu'il était en rehab là, avant de signer à Nashville. Fait que quand il était avec nous autres, il était sub. Avant qu'il y ait une rechute là, cet été-là, dans le fond, la grosse été, il était où Mike, tout ça. Mais une autre histoire, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais une autre histoire, on était ça, dans le fond, c'est l'année que les Preds sont rendus en finale de la Coupe. Ouais. Fait que, moi, j'étais à Nashville comme Black Aces, là, les gars d'Extra. Ouais. Puis Mike, sa maison est à Nashville aussi. Fait il était à Nashville. Puis c'est là que ça sortait dans les médias. Ouais, Mike Ribeiro, tout ça. Mais moi, à un moment donné, j'étais avec Mike. On est allé manger, tout ça. Puis là, j'ai demandé, Mike, sais-tu que tout le monde te cherche dans les médias? Qu'est-ce qui se passe, là? Il dit, j'ai juste du temps à moi-même, là. Il dit, ton argent est sorti des médias pour dire qu'il ne trouve plus. Il dit, j'ai juste du temps à moi-même, là. Je vais lui reparler dans pas long. Finalement, maintenant, je pense qu'on l'a revu, là, puis il est correct, là, mais c'est ça. Ça, c'était rock and roll aussi. Mais Mike Ribeiro, pour finir, là, juste, si t'as quelque chose à rajouter, vas-y, mais pour finir, une légende super généreux, super amical, vraiment friendly. Puis à la fin, il nous a donné à tous les francophones un bâton à lui signé avec un message, tout ça. Fait que vraiment cool. Signé la légende. Il a signé Mike Ribeiro, mais ça aurait été hot, la légende. Nous autres, on le sait que c'est une légende. C'est l'important. Non, parce que quand tu l'appelles la légende, j'imagine comme plein de gars être comme un peu gênés puis comme regarder par terre, mais lui, je l'imagine juste dire yeah avec des diamonds comme boucle d'oreille. Ouais, il avait une grosse chaîne qui valait comme 50 000. Là, il était incroyable. Il conduisait j'ai tout le temps de la misère à dire ce mot-là, mais une Rolls Royce. Rolls Royce? Ouais, il conduisait ça à Nashville, puis là, il était dans la Ligue américaine avec nous autres. C'était comme, c'était un autre monde complètement, là, tu sais. Le gars, il a quand même, malgré son lifestyle un peu bum, il a une carrière phénoménale, puis il avait un talent brut, là, complètement, tu sais. Incroyable. Vraiment incroyable. À un moment donné, il a dit, tu sais, lui, il s'entraînait pas l'été. Il était tellement talent naturel, tout ça. C'est la définition du talent naturel. Puis il dit, il y a un été que je me suis entraîné. Il dit, j'ai jamais mal filé de même. J'ai arrêté de m'entraîner. Ah, puis, ben ça, il l'a compté, là, par après, mais comme, après, il pratique, il tournait chez eux, puis il fumait. Ouais. Non, c'est fou, là. Le fait qu'il a pu avoir la carrière qu'il a eue en faisant le style de vie qu'il avait, c'est incroyable. Puis il a dit qu'il habite encore à Nashville, là. Il entraîne comme un peu un de ces gars qui joue au hockey. Il est encore basé à Nashville. Tu le vois-tu de temps en temps? Ou? Non, je l'ai pas vu, ça fait un petit moment, mais Frédéric Gaudreau, qui a signé avec les Wild du Minnesota. Ouais. L'an passé, il était avec les Penguins de Pittsburgh. Puis il habitait à l'hôtel comme moi ici, mais à Pittsburgh. Puis il dit, à un moment donné, je sors de ma chambre, puis ça, c'est l'an passé. Il dit, je sors de ma chambre, puis j'entends une voix. Je suis là, crime, ça ressemble à la voix à Mike. Il dit, je me retourne. Là, Mike a tout le temps sa casquette sur le côté comme ça. Ouais. Fait que là, il dit, là, de dos, le gars, il a vraiment l'air de Mike. Fait que là, je regarde encore plus avec attention. C'est Mike Ribeiro. Deux portes à côté de lui à l'hôtel à Pittsburgh. Là, ça fait un moment qu'il n'a pas parlé. Donc là, il dit, hey, Mike! Là, finalement, il commence à se jaser. Mais c'était quoi? En fait, c'est qu'il coachait son fils à Pittsburgh. Puis il était là juste pour le week-end, c'est ça, puis il partait, mettons. Mais c'était quoi les chances que Frédéric Gaudreau sorte de sa chambre, puis que deux portes à côté, ce soit Mike Ribeiro qui a joué avec à Milwaukee, tu sais, qu'on n'a pas parlé depuis je sais pas combien de temps, là, ça, c'est fou. Il est en train de donner des conseils à son gars, genre, bon, premièrement, jamais s'entraîner l'été. Deuxièmement, te crisser de tout. Troisièmement, tu sais, juste qu'il donne des conseils qui s'appliquent juste à lui. Ouais, c'est ça. Parlant de son fils, je pense qu'il y a plusieurs enfants, mais un de ses plus jeunes, quand il était avec nous, on avait un match à Grand Rapids, puis son fils plus jeune était venu nous voir, puis il était descendu dans la chambre après, pour voir les boys, tout ça. Fait que là, il y avait comme un tracksuit d'équipe là, avec des souliers, tout ça.
met des souliers. Évidemment qu'il y a des souliers, mais tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Puis là, Mike, il me tape sur l'épaule, il dit, check ses souliers. Là, je regarde. Le petit gars, il a 11 ans, il portait des Gucci. Mike, il tripait. En tout cas, c'est drôle. Je m'attends à rien de moins du fils de Mike Ribeiro qui porte des Gucci, genre. Des Gucci à 11 ans avec un tracksuit de sport. Est-ce que Mike, tu sais, de pratiquer avec lui sa glace tous les jours, tu sais, avec son skill level, même en fin de carrière, est-ce que tu t'es, quand il arrivait, justement, là, parlant des conseils de Benoît Groulx, mais quand il arrivait en one-on-one, t'étais-tu comme, oh boy, il va me faire mal paraître? Est-ce qu'il te fait mal paraître ou il faisait mal paraître les gars en pratique? Non, c'était pas si pire parce que il savait que sa carrière était finie, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il était là plus pour s'amuser que d'autres choses. Fait que quand il arrivait d'un drill de bataille, tout ça, tu sais, oui, il essayait de t'apasser entre les patins, mais, tu sais, il allait pas avec autant d'ardeur que quand il était dans la Ligue nationale. Fait que c'était différent. Sauf que, je me rappelle d'un but en prolongation. Tu sais, il a fait une montée à l'emporte-pièce, puis il a déjoué tout le monde. Mais ça a l'air tellement facile pour lui. Mais quand t'arrivais en pratique, c'était pas lui qui s'acharnait le plus. Là, avec nous autres, ça, c'est sûr. Ben relax, Mike. Ton premier game NHL, tu montes coach Peter Laviolette, qui est, encore une fois, les coachs sont toujours les mêmes depuis comme 20 ans qui s'enchaînent. C'est toujours comme le même cycle de coach. Puis ils se recyclent toujours. Ils font 3-4 équipes. Il y en a qui en font 9. Mike Keenan. Peter Laviolette, il est encore dans la nationale. Il est avec les Capitals maintenant, mais c'est lui qui a amené les Preds en finale. C'est lui qui avait gagné la coupe, je pense, à Caroline, si je me trompe pas. C'est quoi son style à Pete Laviolette? J'ai joué juste une coupe de match, là, en dessous de lui, je pense, juste 3. Fait que je l'ai pas connu, à 100%, là, vraiment qu'est-ce qu'il était, mais, il est plus old school. Je pense qu'il est un autre très bon technique, qui est exigeant, mais, tu sais, qui veut que l'exécution soit sa coche, il veut que ça patine, il veut que ça roule, tout ça. Fait je pense que c'est un bon coach aussi. Ça faisait plusieurs années qu'il était à Nashville aussi, quand ils ont perdu en finale de la coupe, il était là, tout ça. Fait je pense que c'est un bon coach, mais je l'ai pas assez connu pour te dire spécifiquement qui était comment. As-tu eu la chance de fréquenter un peu P.K. Subban avant son départ? Ouais, un petit peu. C'est un peu à cause de lui pourquoi j'ai joué ma première game. Oh, comment ça? Il était blessé, dans le fond. Fait que lui, c'est un défenseur droitier comme moi. Fait que quand il s'est blessé, là, j'ai été call-up ma première année. Fait que j'ai joué 2 matchs. Mais c'est la raison pourquoi j'ai joué, mais c'est la raison pourquoi j'ai arrêté de jouer. C'est parce que quand il est revenu au jeu, c'est moi qui est sorti. Mais non, Piqué était super sociable. Tu sais, il est facile, lui aussi, d'approcher, tout ça. Fait que, non, le peu de temps que je l'ai côtoyé était super sympathique. Faut qu'on parle de Roman Josi, qui est en fait... tu veux parler de légende, là. C'est pas mal le plus proche. Après Mike, il y a quand même un Norris. Il est encore dans son prime. Il y a encore des grosses saisons offensives. Probablement le capitaine de l'équipe suisse. Pourquoi il est aussi bon, Roman Josi? Puis qu'est-ce que toi, t'apprends ou t'as à apprendre d'un gars qui est un vétéran comme ça? Il est bon comme ça parce que c'est un gamer. Et aussi parce que lui, quand il embarque sur la glace, il compétitionne, il veut gagner. Même si c'est quelque chose de banal, on fait un petit drill 2 contre 2 dans le coin, mais lui, il veut gagner ce 2 contre 2-là, puis il veut scorer. C'est comme son mindset qui est différent des autres, moi, je trouve. Puis, tu sais, c'est dur d'avoir un mindset comme ça à chaque jour, arriver à l'aréna, puis à chaque jour, te pousser pour gagner chaque bataille, tout ça, c'est facile à dire, mais c'est dur à faire. Surtout, tu sais, physiquement, c'est pas facile, mais mentalement, surtout. Puis je pense que c'est ça qui fait. T'sais, autre le fait que super bon avec la rondelle, il a une bonne shot, blablabla. Autre le fait que ses habiletés sont exceptionnelles, je pense que c'est son mental qui fait qu'il y a du succès comme ça. Parce que lui, quand il embarque sur la glace, parce qu'il veut faire une différence. T'as-tu eu la chance de fréquenter Mike Fisher quand il était capitaine? Non. Je pense qu'il était blessé quand j'ai joué. Fait que j'ai côtoyé quand Black Aces, là, quand ils ont fait quand ils sont allés à la coupe, là, j'étais là, mais non, pas vraiment. J'aurais aimé ça, par exemple. Comment? Comeback, après sa retraite, il avait demandé de faire un comeback, puis il était revenu aussi une coupe de game. Ouais, il a fait sa retraite, il est revenu comme en février, ou je sais pas trop. Finalement, ils ont perdu en 2e ronde cette année-là, mais j'aimerais ça le côtoyer parce que ça a l'air que c'était un leader exceptionnel et tout ça, mais
Non, lui aussi, je le connais pas assez. Malheureusement. Je comprends. Quand tu parlais d'être Black Ace, là, justement, les joueurs d'extra, quand l'équipe sera en finale, parle-moi un peu de c'était quoi la vibe quand les Preds se rentrent en finale de la Coupe Stanley. On parle de 2017, si je me trompe pas. C'est comme la seule fois aussi que c'est arrivé que l'équipe est passée aussi proche. La ville était quand même en feu, le Smashville, puis ça pétait le char à grand coup de masse devant l'aréna. C'était quoi l'ambiance dans l'équipe à l'interne? Est-ce que vous y croyez? Tu sais, vous poignez encore Pittsburgh puis Crosby, mais c'était quoi? Parle-moi un peu de cette expérience-là. C'était honnêtement, l'ambiance de la ville, tout ça, j'ai jamais vu ça encore. C'était incroyable. Les games, juste aller au match, puis tu sais, moi j'étais dans les estrades, évidemment, mais juste aller au match, puis voir à quel point les partisans étaient dedans, tout ça, comment. Tu sais, tu peux pas savoir comment c'est dur de gagner la Coupe Stanley jusqu'à temps que t'es là, tu sais, les gars étaient fatigués, les gars étaient brûlés mentalement, physiquement, il y a des blessures, tout ça, mais tout le monde continuait à pousser dans la même direction, puis c'était vraiment cool. Moi, j'étais Black Ace, fait que je pratiquais pas avec eux autres, on pratiquait notre groupe ensemble, séparément, fait qu'on n'a pas pu vivre, t'sais, on était là dans la chambre après les wins ou après les défaites, tout ça, mais on n'a pas pu vivre l'expérience de vraiment la préparation aux séries, tout ça. Mais c'était unique, là, c'était vraiment hot. Le Nashville, on dirait, leur fanbase se fait taler par en haut à cause de ça, à cause de la run à la coupe. Non, c'était cool. C'est plat qu'ils avaient perdu, ils ont perdu à la maison en plus, mais ça devait être incroyable de jouer, ça, c'est ça. T'as joué avec sûrement que tu sais ça, c'est sûr que tu dois savoir, mais t'as joué avec le grand frère de Elias Pettersson, qui est la super vedette des Canucks de Vancouver, que les gens connaissent sûrement. Son grand frère qui s'appelle Emil Pettersson. Comment était-il? Parce que lui en Suède, il torche la Ligue suédoise en ce moment, là, si vous allez voir ses chiffres. Il a torché, il est venu en Amérique du Nord, il est retourné là-bas, il retorche là-bas, mais c'est quand même la Ligue suédoise, c'est pas la Ligue américaine, c'est pas la Ligue nationale. Parle-moi un peu du grand frère d'Elias Pettersson. Est-ce que c'est pas Elias Pettersson, ça, on va se le dire tout de suite, là, on va régler ça, mais est-ce qu'il y avait une chance de jouer à NHL? Puis parle-moi de lui, c'est des compétitifs, c'est les Pettersson quand même. T'as fait tes recherches, hein? Je suis agréablement surpris. C'est la première fois que je parle de Emil Pettersson dans un podcast ou un entrevue. Je sens que premièrement, merci. Deuxièmement, je sens que t'en as long à dire et j'ai hâte de t'écouter. Ben, lui, c'est un personnage, là, parce que c'est le gars le plus grumpy. Je sais pas c'est quoi le mot français pour grumpy. Un peu bougon. Ouais, exact. C'est le gars le plus bougon que je connais. Puis c'est peut-être à cause de ça qu'il a peut-être pas percé dans la Ligue nationale, mais offensivement, sa vision du jeu et tout ça, probablement pas autant bon que son frère, mais il avait des habiletés très, très bonnes. C'est pas pour rien qu'il domine la Ligue suède, tout ça, mais la chose qui m'a marqué de ce gars-là, c'est à quel point il était bougon, et à quel point, exemple, on est dans l'autobus, on joue aux cartes après un match, puis on est 4, 5, 6 gars max, puis, on joue à l'argent, mais rien de fou. Puis ce gars-là, quand il gagnait, plus beau jour de sa vie. Mais à chaque fois qu'il perdait, c'était tout le temps la faute. Ah, le jeu, c'est de la merde. Ah, t'as fait un mauvais move, fait que c'est pour ça que j'ai cette carte-là. Tu sais, les choses comme ça, c'était comme relax, là, on joue pour la fun. Veux-tu même avoir un sourire, là, c'est pas grave. Mais quand il gagnait, plus beau jour de sa vie, il adorait le jeu, il aimait tout le monde. Mais en tout cas, c'est juste drôle comment il était. On comprend le personnage. Est-ce que tu penses que c'est le genre de gars qui va se réessayer en Amérique du Nord ou qu'il va rester en Europe? Bonne question. Ça serait cool qu'il réessaye, mais je pense qu'il s'en vient, j'allais dire vieux, il est pas si vieux que ça, il doit avoir 27, 28 environ. Fait que je pense que il y a déjà, quand il est venu puis ça n'a pas marché, je pense que c'est plus dur de refaire ça, surtout quand t'es un Européen, mais je suis sûr qu'il gagne très bien sa vie en Suède. Il doit pas être malheureux, ça c'est sûr. Non, je suis pas inquiet pour lui. Cet été, gros été pour Nashville, mais beaucoup pour toi aussi par la bande. Tu l'as mentionné tantôt, là, je sais pas lequel est venu en premier, le draft d'expansion ou l'échange de Ellis? Quel est venu en premier? L'échange d'Ellis, c'est une semaine avant le draft d'expansion. Bon, alors, oui, c'est vrai parce que l'un menait à l'autre. Donc, tu l'as mentionné tantôt, Philip Myers, comparse acadien qui est venu cogner à la porte, est arrivé à Nashville dans un échange qui envoyait Ryan Ellis, qui est un défenseur qu'on pourrait qualifier de vedette. Ryan Ellis est un excellent défenseur dans la Ligue nationale. Certains peut-être le voient même sur l'équipe canadienne olympique de 2022, donc qui sait, mais très bon défenseur, signé pour longtemps, à pas très cher d'ailleurs. Donc c'était un bon contrat.
il est droitier comme toi, puis tu l'as dit, ça marche beaucoup gaucher-droitier, ça marche par paire, les défenses. Il se fait envoyer à Philadelphie contre Myers. Est-ce que ça, déjà, tu sentais que ça ouvrait une porte pour toi? Ouais, je pense que oui, surtout, Ryan Ellis, c'est un défenseur qui est plus petit. Ouais. Comme moi, là, un défenseur droitier qui est pas trop gros. Fait que mon style de jeu, même quand j'étais mes premières années à Milwaukee, les dirigeants me disaient, regarde Ryan Ellis, comment il joue, blablabla. Okay. Fait que, quand il y a eu l'échange, c'était dommage parce que c'est un excellent joueur, mais on a fait un virage jeunesse, je crois, cet été, tout ça. Fait que c'était une belle opportunité pour moi dans un sens parce que, tu sais, quand t'as un gars qui a au-dessus de 600 matchs puis qui produit tout ça, c'est dur de prendre sa place, tandis que quand il s'en va puis c'est des joueurs avec moins d'expérience, tu sais, c'est des excellents joueurs pareils qui sont arrivés, mais ça donne un peu plus d'opportunités aux jeunes comme moi, tu sais. Fait que c'était juste avant le draft d'expansion aussi, fait que je vais dire content, là, mais pas content en même temps, là. Tu comprends, je veux dire, c'était comme... Myers, lui, par exemple, à l'inverse, il est géant, non? Non, c'est ça. Fait que c'est complètement différent de moi, là. Tu sais, le gars, il est 6 pieds 5, moi, je suis 5 pieds 11. Il est droitier, lui aussi. Ouais. Mais, tu sais, c'est un style de jeu différent que moi. Fait que, c'est cool, là. Le gars est super sympathique, là. Je sais pas si vous l'avez entendu, là, mais... Ah non, c'était juste avant le podcast, mais oui, absolument, on va le savoir quand il va venir au podcast. Ouais. J'allais dire quand le draft d'expansion arrive juste après, la semaine d'après, là, corrige-moi si je me trompe encore une fois, mais Nashville, il va de la formule, parce que tu avais le choix de protéger soit 7 attaquants, 3 défenseurs ou 8 patineurs, toutes positions confondues, ce qui te faisait perdre le nombre de joueurs, mais qui pouvait te permettre de protéger 4 défenseurs. Et les Preds ont choisi de protéger 4 défenseurs, dont Alexandre Carrier. T'as combien de games NHL à date, Alexandre, en dessous de la ceinture? Avec les séries, 30. OK, sans les séries? 24. Ah, OK, je pensais que tu allais dire genre 7. Mais tu sais, joueur NHL, défenseur qui a moins de 30 games en dessous de la ceinture, de protéger ça, d'échanger Ellis. Est-ce que tu l'as vu, tu sais, déjà, attends, c'est pas rien, tu sais, de dire non, on veut vraiment pas qu'Alexandre se fasse voler par Seattle. Ça veut dire que eux considèrent que s'ils t'exposent, c'est sûr que Seattle te prend. Ça, c'est leur calcul. Premièrement, est-ce que tu savais ou te doutais ou tu avais un indice qui allait te protéger? Puis deuxièmement, comment tu l'as appris puis comment t'as réagi quand tu l'as réalisé? Non, j'avais aucune idée. Mais tu me dis de te corriger si jamais. Ils ont protégé 5 défenseurs finalement. Fait qu'on on a pris la formule 8 joueurs, protégé 3 attaquants seulement, puis protégé 5 défenseurs, puis j'étais dans les 5. Puis pour revenir à... Ouais. Josie, toi, Ekholm, Myers, Fabro, qui est aussi un autre jeune, on le rappelle. Puis ils ont protégé quel attaquant? Forsberg, Jeannot, qui est un jeune joueur aussi. Puis Konen. Luke Konen. Exact. Puis Tolvanen, était-il éligible ou peut-être qu'il était pas éligible, hein? Peut-être qu'il était encore sur... Non, il était protégé. Son entry level. Fait que non, encore plus de fucked up. Je sais pas si j'ai déjà vu une équipe protéger 5 défenseurs, honnêtement, depuis le début de... Non, ça doit pas arriver souvent, en effet. Mais pour revenir à ta question, non, j'avais aucune idée que j'allais être protégé. Je l'ai su le matin même quand la liste est sortie publique, en fond. Mon agent, il m'a envoyé un texto 5 minutes avant que la liste sorte. T'es protégé. J'étais chez ma belle famille, j'étais chez la mère à ma blonde, assis à table. Puis là, quand j'ai su que j'étais protégé, j'ai genre fait « Oh shit, OK. » J'étais vraiment stressé parce que j'avais peur qu'il me protège pas. Puis si j'étais choisi, ça aurait été un beau défi, puis ça aurait été cool. Mais je savais que les entraîneurs ici, en tout cas, je me doute là, qu'ils m'apprécient et tout ça. Fait que pour moi, je voulais pas partir. Je voulais rester ici, continuer à bâtir ce que j'avais fait à la fin de la saison. Fait que je voulais pas partir. Fait que j'étais vraiment stressé avant qu'ils sortent la liste. Mais quand ils ont sorti la liste, puis j'ai vu que j'étais protégé, j'ai fait « Oh shit, OK, c'est... » Un boost de confiance, peut-être? Ouais, un boost de confiance, c'était flatteur, là. J'avais le goût d'aller sur la glace, puis let's go, là. Tu comprends? J'étais primé. C'est pas une erreur que vous faites, coach! Est-ce que ton agent avait commencé à te primer de « Hey, Alex,
il y a une équipe d'expansion à Seattle. Ça, pour des gars comme toi, c'est une grosse opportunité. La meilleure affaire qui pourrait t'arriver, c'est que tu te fasses prendre par Seattle, tu sais, puis te primé de garde, si tu te fais prendre. Y avait-tu commencé à avoir cette discussion-là? Non, pas cet été-là, mais par exemple, l'été d'avant, quand j'ai signé mon contrat en ce moment, ce contrat-là, il m'avait dit, tu sais, si jamais ça marche pas avec Nashville, tu vas quand même avoir l'opportunité d'être pris par Seattle, puis ça l'ouvre d'autres portes, tout ça. Fait que c'était arrivé il y a 1 an, mais quand c'est arrivé au proche du draft d'expansion, on n'a même pas parlé. Hein. Ça fait quand même plusieurs années que tu joues pro, tu sais, non plus. T'es pas exactement de la dernière pluie. T'as quand même passé, t'as beaucoup de games Ligue américaine, t'as fait beaucoup de games, tu sais, quelques petits call-ups par année, mais pendant plusieurs années. Puis là, finalement, avec ce qu'on comprend avec Fabro, avec l'échange, avec tout ça, cette année, ça semble assez, en tout cas, évident que ils vont donner ta chance pour être un défenseur à temps plein dans la Ligue nationale, ce qui est quand même pas rien. Je veux dire, c'est pas un chèque de 80 000 aux 2 semaines pour aucune raison, mais ça, c'est un autre aussi. Tu l'as fait up and down pendant des années. Pourquoi c'est aussi difficile ou qu'est-ce qui est aussi difficile pour un défenseur comme toi pour rester dans la Ligue nationale? Excellente question. Je crois que, premièrement, c'est une question de timing. Si t'arrives comme moi, quand je suis arrivé au début avec Nashville, eux autres, ils allaient pour la coupe. Puis dans mes premières années, ils ont été pour la coupe à chaque année. Fait ils sont allés chercher, il y avait Subban, Ekholm, Yossi, Ellis. Puis après ça, leur troisième paire, mais ils voulaient des défenseurs avec de l'expérience, tout ça. Fait qu'ils amenaient pas un jeune pour aller à la coupe, tout ça. Fait ça faisait du sens, mais c'était une question de timing, ça, c'est dans toutes les équipes. Après ça, moi, quand je suis arrivé professionnel, ma première année, ça a super bien été. J'étais allé au All-Star de la Ligue américaine. J'ai eu mon premier call-up. J'ai joué mes premières games NHL. J'avais 20 ans. Tu sais, pour un défenseur 4e ronde, ça arrive pas souvent. Tu sais, avoir 20 ans puis j'ai joué ses premiers matchs. Fait j'étais vraiment sur un high. Puis quand, en tout cas pour moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai peut-être pris ça pour acquis. Fait que quand j'étais arrivé l'année d'après, ça a moins bien été. Puis là, ça prend du temps quand ça va moins bien à remonter la pente un peu. Mais quand je l'ai fait à ma 3e année de la 2e saison, j'ai peut-être eu 1 an et demi plus difficile dans la Ligue américaine. Mais quand je l'ai fait, puis que je me suis vraiment regardé dans le miroir, puis tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je m'améliore, puis qu'est-ce qu'il faut que je change, tout ça. Quand j'ai fait ça, après ça, ça a super bien été. 4e année, je suis retourné au All-Star dans la Ligue américaine. Là, j'ai été un call-up encore. J'ai joué, puis ça a juste... Depuis ce temps-là, ça va super bien, puis ça fait juste monter. Fait, je pense que qu'est-ce qui est vraiment... Le timing, ça, tu contrôles pas ça, mais ce que tu peux contrôler, c'est... faut que tu sois sur la tâche chaque jour. C'est tellement un sport que tout le monde veut prendre ta place, que tu sois sur le premier pairing ou sur le 3e pairing. Il y a tout le temps quelqu'un qui veut pousser, venir chercher ta place. Fait, c'est un sport d'équipe, tu veux gagner ensemble, mais tout le monde se pousse à prendre la job de l'autre. Fait, c'est ça. Il a fallu que je figure it out un peu, mais ça en valu la peine. Je serais pas le joueur que je suis si j'avais pas fait ça. Complètement. C'est quoi tes objectifs, Rolls-Royce, objectifs pour, c'est quoi tes objectifs pour la prochaine année, tu sais, sachant, OK, j'ai la chance de jouer NHL. À quoi tu penses? C'est quoi que tu veux accomplir cette année, première année NHL, full-time? Je veux prouver que j'ai ma place full-time, comme tu dis. Je veux, tu sais, comme là, on a commencé avec l'entraînement, puis je veux montrer que je suis dans les top de l'équipe. Je veux montrer que je suis capable de compétitionner avec les meilleurs. Je me mets pas de pression sur les statistiques, tout ça. Ça va venir si ça vient. Mais comme je suis arrivé l'an passé, quand j'ai joué puis je me suis établi en game, quand je suis arrivé avec l'équipe, j'avais vraiment la mentalité de gagner une bataille, de juste aider l'équipe à gagner. Moi, j'avais en tête, si on gagne, je suis dans l'alignement, mais pourquoi je sortirais de l'alignement, tu comprends? Fait que je veux avoir cette mentalité-là cette année aussi de gagner une bataille, arriver avec le couteau entre les dents chaque match puis de gagner. Fait que je pense que si on gagne, ben, c'est dur de changer de line-up pour l'entraîneur. Fait que pour moi, à m'établir à temps plein, c'est ça mon but, de gagner le plus de matchs possible puis montrer que je suis capable de compétitionner avec les meilleurs sur une saison de 82 matchs. Tu l'as dit quand tu as appris là, que tu as vu ton cellulaire que tu étais protégé, puis là, bon, tu comprends avec l'échange qu'ils s'attendent à devoir faire l'équipe. Est-ce que ça a changé ta manière de t'entraîner ou de te préparer cet été, sachant ce qui s'en venait cette année? Ça l'a pas vraiment changé, mais ça a définitivement changé mon mindset d'arriver. Tu sais, d'habitude, c'est tellement différent quand tu arrives à un camp puis que tu espères faire l'équipe, mais tu sais que côté salarial, côté
avec des contrats tout ça, c'est presque impossible que ça arrive. Tandis que quand t'arrives, tu sais que t'as juste à jouer ta game, bien jouer, compétitionner comme un des batteurs, puis ça va bien aller. Fait que ça, c'était vraiment différent, mais je me suis entraîné doublement plus fort, je te dirais. Tu sais, là, j'ai comme un pied dans le pas, puis là, je veux rentrer le corps au complet, tu comprends? Fait que je sais que c'est tellement dur d'avoir cette chance-là, puis cette opportunité-là, que quand tu l'as, faut que tu en profites. Fait que je me suis entraîné, honnêtement, 2 fois plus fort que quand tu viens d'être drafté, tu te dis, je m'entraîne fort pour jouer dans la Ligue nationale. Là, tu es au courant de qu'est-ce qui se passe, puis de ta situation. Fait que c'est encore plus motivant, moi, je trouve. Sache que si je pouvais, je te pousserais pour que tu rentres dans la porte, mais je suis pas assez fort, Alex. C'est un peu très faible. Alex, le podcast déjà tire à sa fin, mais je veux te remercier d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Somme équipe à Nashville. Ryan, on parlait des gars protégés. T'étais des protégés. Ryan Johansson, Matt Duchesne, tous des gars qui étaient pas protégés. Quand tu l'étais, c'est quand même spécial, ça, non? Ouais, ça, c'est fou, mais c'était aussi une côté business, là, tu sais, les gros contrats, l'âge, tout ça. Fait que ça, c'est différent, mais ouais, c'était quelque chose aussi de savoir que ces gars-là n'étaient pas protégés, puis moi, je l'étais. Matt Duchesne, qui est un gros fan de country, de musique country, qui joue de la guitare d'ailleurs, qui joue les tunes. Lui, je pense que Nashville, il était bien content d'aller là, il est gros fan de musique. Il joue-tu des fois de la... Et t'as-tu déjà joué des petites tunes à la guitare? Non, pas encore, mais sur son bâton. Ouais. Lui, il est commandité par CCM. S'il l'a encore, en tout cas, je veux rien dire, là, mais je pense qu'il est commandité par CCM. CCM a fait un bâton spécial pour lui. Son motif sur son bâton, c'est une guitare. Mais non! Ouais, fait qu'il y a une guitare, genre, avec des... je sais pas comment t'appelles ça, mais les fils là, de guitare pis tout. Les cordes? Ah, les cordes de guitare. C'est ça, c'est hot quand même. Mais non, il a pas encore sorti sa guitare dans la chambre. C'est bien hot. Peut-être dans la bubble. Si ça avait été dans la bubble avec lui, peut-être qu'il jouait des tunes le soir. Bonne question, mais non, un jour, bientôt, j'espère. Philippe Forsberg aussi m'a l'air d'un moyen vlimeux. Qu'est-ce que tu veux dire par vlimeux? Il a l'air d'un gars, il a toujours, on dirait, le sourire en coin, il a l'air d'avoir du fun. Les Suédois aussi, au début, ils sont gênés, mais 2 bières plus tard, ils sont debout sur la table. Là. Il y a comme... Ah, il est pas si pire. Non, ok. Non, il est très sérieux, tranquille, super sympathique aussi. Mais Ouais. t'as-tu vu sa moustache, le pouvoir de la moustache, c'est incroyable, sa moustache. Alors, bon gars, mais rien d'extravagant, rien de... belle personnalité, pareil, là, mais comme... C'est pas un Piqué Souban, là, tu sais. Non, vraiment pas. S'il y a une chose d'extravagant avec Philip Forsberg, c'est ses buts, tu sais, c'est qu'il avait fait quand même le Michigan en mouvement, là, tu sais, c'est comme le premier, je pense, à l'avoir fait, si je me trompe pas. Je pense que le premier, c'est Svechnikov. Quand il prend la rondelle avec sa palette au complet, mais Forsberg, c'était le premier à le faire avec le bout de sa palette, comme. Oui, c'est ça. Comme différemment en reverse, là. Ouais. Puis j'étais là, c'était plus là, c'était à Edmonton. Ah ouais? Ah ouais, j'étais là, je capotais. Je disais, qu'est-ce qui se passe? Les gars devaient genre sauter au plafond. Ah, les gars, on s'en regardait sur le banc, genre, ben voyons donc, on vient de faire ça. C'était incroyable, là. On a perdu la game, là, mais le but est incroyable. Là, tu parlais de Piqué Subban, puis je viens d'avoir un flash. J'ai comme une... Mais je suis pas dans la chambre, je suis pas un joueur des Preds, mais j'avais eu une anecdote qu'à un moment donné, apparemment que... Mais toi non plus, je pense que t'étais pas là, parce que Mike Fisher était capitaine, il était comme... Que les boys, meeting d'équipe, puis qu'apparemment qu'en arrière, il y avait Piqué en train de faire une vidéo, genre selfie, puis il était comme... Piqué, range ton fucking téléphone! J'étais comme... Ah, je regarde, je sais pas si c'est vrai, t'as-tu entendu parler de cette histoire-là? Non, mais je serais pas surpris. Juste comme le gars qui fait des stories pendant que le capitaine veut faire du leadership. Ouais, non, je serais pas surpris. Il faisait tout le temps ça aussi, là. C'est son logo, là. Ouais, il aime bien vendre sa brand. Ouais, fait qu'à chaque fois qu'il sortait son sel, il était tout comme ça. Par en haut, comme un... est-ce que... Comment tu... J'ai demandé, en terminant, Nashville, la ville de Nashville, moi, ça fait longtemps que je veux y aller. Je veux que tu saches d'ailleurs que les joueurs de hockey humoristes, là, genre Charles Pellerin, Jay du Temple, notre gang, puis arrive, on s'est fait une équipe de hockey avec des jerseys pour faire des tournois. Puis notre number one destination qu'on veut aller, c'est Nashville. Pour genre faire un tournoi, voir des shows, blablabla. Fait que si on y va, c'est sûr que je t'envoie un texto parce que c'est sûr qu'on va voir une game des Preds. Là, ça, c'est comme... Ah, j'espère. Exact. Et comment tu trouves Nashville? Tu sais, c'est une ville, grosse ville country, Music City. Comment c'est vivre à Nashville? Mais tu sais, comme je t'ai dit plus tôt dans l'entrevue, moi je suis pas un gars, je suis un gars de hip-hop, de rap, tout ça. Right. Mais quand t'arrives à Nashville, c'est un autre monde, là. Même si tu traites pas sur le country,
te promènes sur la main qui est Broadway, qu'elle s'appelle, là, puis tu tripes, là. Sérieusement, la ville est incroyable. Puis, vas-y. Non, vas-y. La température, il fait gros soleil, presque, je pense pas qu'on a de la neige ici. Fait que, non, sérieux, les taxes sont bonnes. Ouais, c'est ça. Est-ce que les gens, tu sens qu'il y a un engouement pour le hockey, ou en tout cas un peu plus dans les dernières années, ou? Ouais, pas mal plus dans les dernières années, comme depuis la finale de la Coupe. Mais c'est différent l'ambiance que les Canadiens de Montréal. Tu sais, les Canadiens de Montréal, les partisans sont vraiment, ils analysent tout, sont vraiment plus commit à l'équipe. Tu sais, ici, c'est plus, on va voir les Preds, puis probablement l'aréna est au centre-ville, à côté de la main Broadway que je te parlais. Puis tu sais que le monde sont là pour avoir du fun. Fait que le monde, ils viennent triper. Fait que c'est tellement une ambiance différente, moi, je trouve. Puis non, sérieux, c'est une méchante expérience. Juste l'an passé, quand je conduisais pour aller à un match, puis c'était un samedi soir, puis là, je voyais les autobus remplis de personnes qui faisaient le party. Puis là, je savais, tu sais, les chandails des Preds, puis là, je savais que le monde faisait le party, puis après ça, ils s'en venaient à la game. Moi, j'étais excité, là, on va leur donner un show à soir, là, puis ils vont triper, là, tu sais, tu comprends? C'est malade, quel feeling, ça donne envie de jouer dans la Ligue nationale, mais on est juste pas assez bon. Mais David Poile, le GM, on le parlait tantôt, c'est le même, la seule équipe que c'est le même GM depuis, en fait, l'arrivée de l'équipe, il est là depuis 98, David Poile. Ça veut dire qu'il est là depuis 23 ans. C'est juste, tu vois jamais ça, là, tu sais, d'un gars de même. Il y a comme un petit feeling un peu Monsieur Burns. Des fois, il a ses petites mains comme ça, là, quand il regarde Monsieur Burns des Simpsons. Est-ce que tu as un peu été en contact avec ce gars-là, ou ton expérience avec, c'est quoi le personnage, David Poile? Monsieur Burns, c'est la première fois que je l'entends, elle est bonne. Un meme de lui, il est de même avec ses mains dans l'âge, ou c'est peut-être juste moi qui l'ai regardé dans mon cellulaire, je l'ai jamais partagé parce que je trouvais ça drôle. Mais en tout cas, bref, David Poile. Non, comme tu dis, c'est tellement impressionnant qu'est-ce qu'il a fait. Je pense qu'il a le record pour le plus de victoires, ou le plus de games pour un GM, tout ça. Mes interactions, je vois pas piquer une jasette de même à chaque jour, là, tu sais, mais il est très professionnel. Je pense que il y a une raison pourquoi ça fait longtemps qu'il est avec l'organisation, parce qu'il doit faire une bonne job quand même. Fait que ça reste un directeur général, là, comme je te dis. C'est rare que tu vois un GM comme Cole Caulfield quand il a scoré, le gros câlin à Marc Bergevin. Fait que non, je pense que c'est un bon GM, puis c'est professionnel. Là, fait que dernière question, je te laisse aller après Alex. Le Nashville est connu pour apparemment leur dish, leur plat local vraiment célèbre. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Tout le monde de Nashville parle de ça. Le fried chicken? Ben oui, ils appellent ça du hot chicken. Du hot chicken, ouais. C'est pas du hot chicken, genre comme ici, genre 2 tranches de pain avec du poulet puis de la sauce. C'est comme du poulet spicy. Ouais. T'as une phase de... Ouais, en tout cas. Connais-tu les spots, les meilleurs spots de hot chicken à Nashville, ou t'es encore... Je connais une place là, qui s'appelle Addie B's. OK. Qui est vraiment populaire. Mais honnêtement, j'en ai pas mangé beaucoup, fait que je pourrais pas te le dire le meilleur du meilleur. Right. Mais je pourrais m'informer, par exemple. Quand vous allez venir, là, on va vous trouver vos spots, ça c'est sûr. Mais Addie B's, ça c'est sûr, c'est comme un icône là, ici à Nashville. Right. Mais je pourrais pas te dire exactement la meilleure des meilleures. Pas de stress, mais je commence mes recherches tranquillement, puis quand viendra le temps, là, tu vois, on va être prêt pour assévir au niveau du poulet. Alex, merci énormément d'avoir pris le temps. Ouais. Ça fait plaisir, c'est bien le fun. Je te souhaite, sincèrement, je t'aurais suivi, même si on s'était pas parlé, mais j'ai hâte de suivre ta saison. Je te souhaite le meilleur. Tu commences ta deuxième paire avec Econ, tu montes sa première avec Josie, bing, bang, boom, les affaires. C'est une question de timing et de karma, bing, bang, boom. Je sens que ça va y aller. Vraiment hâte de voir ta saison. Best of luck. Puis, on se rejase. Tu m'enverras, tu me feras une passe sur le tape pour Philip Myers. On va recevoir Phil. Je suis surpris, là, il a pas cogné encore. Ouais, il attend dehors en pleurant. Il a sauvé 3-4 fois, là. Ouais, c'est ça. Check bien ça, tu vas sortir de ta chambre avec Myers, de l'entendre une voix au loin, ça va être Mike Ribeiro. Merci énormément, merci Alex, puis bonne saison. Merci d'avoir su, c'était super le fun. Ça fait plaisir. Bye bye. Ciao. Ouh!
Non, mais il est super adorable, comme je l'avais dit. Alexandre Carrier. Ah, je l'adore. Merci énormément à Alex. Et en date d'aujourd'hui, au moment d'enregistrer ceci, 5 janvier 2021, alors qu'on avait enregistré l'épisode le 27 septembre 2021. Allez voir sur Daily Face Off. C'est pas moi qui l'invente. Il est sur la première paire avec nul autre que Roman Josi. Ha! Ha! What did I say? What did I say? Dailyfaceoff.com, c'est la première paire. Tu sais, à un moment donné, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. En tout cas, je vais me vanter, mais merci énormément, Alex. Ça a été un plaisir de faire le podcast avec lui. J'espère le recroiser. Je vais le relancer pour Philippe Myers. Hein? Écrivez-moi pas. J'oublie pas. Je vais écrire à Alex pour essayer qu'on reçoive nul autre que Philippe Myers. Voilà. Allez checker ça. Daily Face Off. Non, mais c'est parce que j'en profite. J'étire le moment, mais je me vante un petit peu pour... OK. Merci tout le monde d'avoir été de passage à Dread sur le Tape. Et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dread sur le Tape. OK, bye-bye now. Bye-bye.